Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la chaîne Héraclès. Comme à mon habitude, je vais décrypter l'actualité sous un point de vue historique. Pour ce nouvel épisode, sujet sensible et passionnant, la fameuse décadence occidentale. Alors comme le disent si bien nos fameux philosophes et nos grands politiciens, nous allons bientôt disparaître sous les effets combinés d'une invasion économique chinoise et des poussées migratoires qui vont venir piller et prendre nos terres. Eh oui, car souvenez-vous, nous les Européens, et plus encore les Français, sommes complètement décadents. Et comme l'Empire romain d'Occident, il y a plus de 1500 ans, nous allons disparaître et voir notre civilisation être effacée de la surface de l'humanité. Pourtant, cette vision de l'actualité et de l'histoire est extrêmement simpliste. Avec Rob de la chaîne Avec une grande H... c'est l'histoire avec une grande H, s'il te plaît. Nous allons découvrir ensemble quelles sont les vraies raisons qui ont présidé à la chute de l'Empire romain et nous allons les mettre en parallèle avec notre situation actuelle. Alors, sommes-nous décadents? Allons-nous disparaître comme les Romains? Je vous propose qu'on décrypte tout ça juste après ça. De tout temps, les hommes se sont référés à la chute de l'Empire romain d'Occident pour légitimer leur situation. Ainsi, au XIXe siècle, les historiens allemands vont dire que un torrent d'énergie germanique a régénéré l'Empire romain. Voltaire, au XVIIIe siècle, va expliquer que la chute de l'Empire romain est due à l'essor du christianisme et va s'en servir pour critiquer la religion chrétienne. Ainsi, Rome était une ville ultra décadente où une populace sans défense se serait fait annihiler sous les véritables coups de boutoir de hordes de barbares, de hordes d'étrangers ultra déterminés, prêts à piller et à violer sans pitié. En 410, c'est Alaric qui aurait détruit Rome sauvagement. En 455, ce sont les Vandales qui s'y collent. Puis finalement, l'Empire romain aurait disparu en 476, lorsque le dernier empereur, un adolescent boutonneux, au nom ridicule, Romulus Augustule, se serait fait déposer par un roi germain. Voici la vision de l'histoire que nous avons, celle d'un peuple romain ayant abandonné toutes ses vertus, ne sachant plus défendre sa cité ni défendre sa famille. Ce sont des images d'Épinal. Pourtant, même si ce que je viens de dire c'est à 90% du bullshit, certains y croient encore dur comme fer. Et voilà que dans les médias, dans les écrits de nos autoproclamés philosophes, on nous resserre la même sauce. Comme le dit Michel Onfray d'ailleurs dans cette vidéo. Vous pensez que notre civilisation occidentale est en danger? Non, elle n'est pas en danger, elle est mourante. Donc elle va mourir, elle est en train de mourir, oui. Les civilisations sont mortelles, c'est un truc de... Pourquoi est-elle mourante selon vous? Alors là, il faudrait qu'on rentre dans le détail, mais simplement parce qu'une civilisation se construit sur une religion, sur une spiritualité, et une civilisation, c'est une espèce d'organisme vivant. Il n'y a pas d'organisme vivant depuis qu'il y a de la vie sur cette planète qui ne soit mort un jour. Donc les symptômes, c'est très clair, on est dans le nihilisme, la décadence. Ou encore dans cet article que je vous mets à l'écran, où l'on décrit un déclin de l'Europe par la morale. C'est vraiment comparable au déclin des Romains, qui n'avaient plus de morale, c'est bien connu. Ou encore une décadence occidentale qui serait due à l'absence de frontières, permettant la guerre économique, permettant aussi à des hordes de barbares de pénétrer dans notre enceinte sacrée et de prendre nos richesses. Je ne vous parlerai même pas de ces auteurs à l'allure aussi déprimante que leurs écrits, qui nous sortent des titres pompeux comme « Identité malheureuse »,« Suicide français »,« Soumission », et oui, soumission aux barbares évidemment.
Alors cette galaxie décliniste, car c'est le nom de ceux qui prophétisent la décadence de l'Occident, eh ben elle va de la droite à la gauche sur l'échiquier politique. Et en tout cas, le point commun de tous ces gens, c'est qu'ils nous promettent des lendemains sombres, ténébreux, décadents, un nouveau haut Moyen-Âge en somme, où nous, les pauvres petits Européens, serons dominés par des hordes de robots made in China. C'est quand même vachement déprimant, vous trouvez pas? Mais attends, on me dit dans l'oreillette que cette fameuse chute de l'Empire romain, là, celle qui sert à expliquer de façon prémonitoire notre situation, qui sert à nous comparer perpétuellement aux Romains, qui sert à comparer les migrants aux barbares, qui sert à, vous voyez, à un peu réécrire l'histoire, on me dit que elle se serait pas déroulée exactement comme on nous dit qu'elle se serait déroulée. Apparemment, ça serait un petit peu plus compliqué que ça. Apparemment, la chute de l'Empire romain, c'est pas exactement ce qu'on croit. Explication. Comment l'Empire romain est-il réellement tombé? Eh bien, il y a plusieurs facteurs. J'ai du courrier pour vous. J'ai dit qu'on faisait pas la blague des facteurs. Mais avant de rentrer dans les détails, parlons d'une année marquante. L'année 410. L'année 410 est assez difficile pour l'Empire d'Occident, puisqu'une guerre civile éclate entre l'empereur Flavius Honorius et un usurpateur connu sous le nom de Constantin, qui lui vient de Grande-Bretagne actuelle, et également un deuxième usurpateur, qui lui s'appelle Maxime, qui est en Espagne. Bref, c'est le bordel. Constantin a même pris avec lui toutes les troupes qu'il a trouvées en Grande-Bretagne, qu'on appelait alors la Bretagne tout simplement, ce qui fait que les Bretons se retrouvent tout seuls, ne sont plus soumis à Rome de facto, et doivent faire face aux Saxons, aux Angles et aux Jutes. Oui, il y a des mecs qui s'appellent Jutes. Pourquoi? Et c'est pendant cette année 410 qu'Alaric et ses Wisigoths, oui je préfère dire Visigoths que Visigoths, je trouve ça plus fun, décident d'attaquer Rome, de prendre Rome, et de piller Rome. Et ça n'était pas arrivé depuis 390 avant Jésus-Christ. Là, on est en 410 après. Donc ça faisait plus de 8 siècles que Rome n'avait pas été pillée. Du coup, il y a quand même un petit choc au sein de l'Empire romain, là. Voilà. Bon, pour l'information, si Alaric décide d'attaquer Rome, ce n'est pas par une simple envie de tout faire péter. Non, non. C'est tout simplement parce que l'empereur d'alors, Flavius Honorius, dont on a déjà parlé il y a 2 minutes, avait tout simplement décidé de ne pas appliquer les accords que son ancien général en chef, Stylicon, avait passés avec Alaric, justement. Stylicon qui, lui, s'est fait exécuter sur ordre de Flavius Honorius, suite à des cavales de palais. Bref, c'est le bordel. Et même si Alaric meurt quelques temps plus tard, ce sac de 410 montre bien à quel point l'Empire d'Occident faisait face à d'énormes difficultés. Les affrontements vont ainsi se succéder jusqu'en 476, quand Romulus Augustule sera déposé. Et puis même après 476 en fait. Ce sera surtout le bordel, principalement. Et puis n'oublions pas le sac de 455, mené par le roi vandale Genséric et ses troupes, qui abîma très fortement Rome, bien plus que celui de 410. D'ailleurs, je me demande si ce sac de 455 ne serait pas à l'origine de la réputation destructrice des Vandales. Quoi qu'il en soit, ces 2 pillages ont contribué à cette image d'Épinal, comme quoi la chute de Rome a été très rapide. Spoiler alerte, c'est pas vrai. L'installation des barbares au sein de l'Empire est en réalité plus ancienne que ces dates de 410. Déjà sous Marc Aurèle, on fait parfois appel à eux pour s'installer sur des terres dépeuplées. Mais c'est avec la grande crise que connaît l'Empire romain au IIIe siècle que les barbares venus du Nord vont devenir une réelle menace. Avec la disparition de la dynastie des Sévères, qui régnèrent entre 193 et 235, s'ouvre une période de troubles politiques assez grave, où se multiplient les usurpations. C'est-à-dire qu'une armée se choisit un empereur, qu'on appellera nous plus tard usurpateur, alors que l'empereur officiel est toujours en place à Rome. D'où des crises internes qui voient l'affrontement de différentes parties de l'Empire entre elles, voire même certaines parties de cet empire devenir autonomes pendant quelque temps, ce qui fut le cas de la Gaule entre 260 et 274. De plus, il existe au IIIe siècle une crise économique majeure qui éclate, à laquelle on va répondre par une dévaluation de la monnaie et surtout par des levées d'impôts et de taxes. Et comme partout ailleurs à n'importe quelle époque, quand on lève des taxes, eh bien, les gens gueulent. Du coup,
en Gaule et en Mauritanie, c'est-à-dire les actuels Maroc et ouest de l'Algérie, vous avez des révoltes qui éclatent à leur tour. Et quand tu te révoltes contre Rome, en général, ça finit mal. Et ajoutons à cela en plus pas mal d'épidémies qui commencent à apparaître, et qui déciment des populations entières à partir de 250. Et ce sur des territoires qui sont déjà bien mal en point, notamment dus aux différentes guerres entre usurpateurs et empereurs, et aux révoltes qui ont été réprimées. Et qui c'est qu'on appelle pour venir repeupler ces territoires? Les Germains! Ouais! Et en plus de ça, à côté des Germains, à côté de l'Empire romain, à l'est, vous avez l'Empire sassanide, qui est un putain d'état hyper balèze qui fout bien les boules aux Romains. Donc ouais, le 3e siècle, c'est pas génial, hein. Ah, pas du tout. En 238 a lieu ce que Bruno de Mézil appelle la première rupture de la Pax Romana, quand des pillards décident d'attaquer des villes romaines sur les bords de la mer Noire. Ces pillards, c'était des Goths. Oui, je voulais faire de la blague sur les gothiques. Et à partir de là, les déconvenus vont s'enchaîner. En 251, l'empereur Trajan Dès Métal. Ouais, j'aime bien la blague. Donc l'empereur Trajan Dès Métal va se faire péter la gueule et va mourir à une bataille contre les Goths, justement. En 260, l'empereur Valérien... Non, Valérien, pas Valérian. Ah si. L'empereur Valérien, donc, qui lui se fait capturer par le grand roi des rois de l'Empire sassanide, Shapur Ier. Et la légende veut que Valérien aurait travaillé à l'édification du Band al-Caesar, ou barrage de César, un pont-barrage en fait, qui existe toujours en actuel Iran. Et la même année, vous avez les Jutinges, ou en allemand les Jutungen, je trouve que ça sonne mieux en allemand donc, les Jutungen qui sont donc des Germains, qui vont faire un petit voyage dans le nord de l'Italie pour raser pas mal de villes, prendre des milliers de prisonniers avant de se faire péter la gueule. Mais bon, les mecs ont quand même réussi à traverser la frontière et aller jusqu'au nord de l'Italie, donc pas très loin de Rome. Et en 276, vous avez les Francs et les Alamans qui, sans problème, vont piller toute la Gaule jusqu'au pied des Pyrénées. Et pour mémoire, les Francs et les Alamans, à cette époque, eh ben, ils viennent des Pays-Bas et de l'Allemagne actuelle. Donc ils ont traversé toute la Gaule, les gars. Ouais. Du coup, vous pouvez comprendre que à Rome, on a un petit peu les miquettes, et pour la première fois depuis 1000 ans, sous le règne d'Aurélien, on va décider de refaire une nouvelle fortification de la ville. Toutefois, on revient à un rétablissement de la force militaire grâce à l'empereur Probus, qui règne de 276 à 282. Donc, malgré les épidémies, malgré les crises politiques, militaires, malgré les menaces externes, malgré la crise économique, Rome ne s'effondre pas. Mais alors, pas du tout. L'empereur Dioclétien va initier toute une série de réformes à la tête de l'État. Entre 284 et 293, on met en place ce qu'on appellera la tétrarchie. En réalité, ça va être un gouvernement de 4 personnes à la tête de Rome. On aura 2 Augustes, qui seront les 2 grands chefs si vous voulez, et ces 2 Augustes seront Dioclétien et Maximien. Et chaque Auguste sera secondé par un César. Ce sera Galère qui secondera Dioclétien, et Constance Chlore secondera Maximien. Et je ferai pas de blague sur Galère et Chlore. Le système permet une nouvelle défense militaire soutenue par une fiscalité nouvelle et plus performante. Et les réformes de Dioclétien portent leurs fruits. Les frontières sont rétablies. Le péril perse semble enrayé en 290. Et on redéploie même des troupes le long du front rhéno-danubien, face à nos barbares. Et paradoxalement, avec ce siècle de troubles, l'unité romaine s'en trouve renforcée. Le principe de romanité suscite un réel engouement, et les peuples soumis à l'autorité de Rome se considèrent de plus en plus comme étant eux-mêmes romains. Et même si la tétrarchie allait péricliter d'elle-même, suite aux différents affrontements entre successeurs de Dioclétien, l'unité, la force de Rome, reste toujours là. Mais vraiment. Le vainqueur des 10 successeurs, Constantin Ier, va conserver cette unité surtout à partir de 324. Même si paradoxalement, il va fonder une nouvelle Rome, une seconde Rome, à la place de la ville grecque de Byzance, une ville qu'on nommera plus tard Constantinople. Et c'est surtout sur le plan économique qu'il faut voir son œuvre, car il va remplacer l'ancienne monnaie l'aureus par le solidus. Solidus qui va donner le mot sou en français. Le solidus est une monnaie très stable, à tel point qu'elle va survivre à la chute de l'Empire d'Occident chez les royaumes barbares, mais surtout au sein de l'Empire romain d'Orient, et ce jusqu'au XIe siècle, donc environ 7 siècles après sa mise en place, ce qui est quand même vachement balèze. Et c'est avec Constantin que le christianisme va toucher du bout des doigts le pouvoir, quand Constantin lui-même va se convertir au christianisme. En 327, sur son lit de mort, juste avant de clamser,
Bon, après, il faut dire que Constantin a toujours eu une sorte de sympathie pour le christianisme, puisque je crois d'ailleurs que sa mère, Hélène, était elle-même chrétienne. Et aussi, en 313, il promulgue l'édit de Milan, qui va mettre sur un même pied d'égalité le christianisme avec les autres cultes de l'Empire. Et puis ce IIIe siècle, qui est secoué par de nombreuses crises politiques, économiques, des crises sanitaires avec les épidémies, va opérer une mutation dans la pensée religieuse. À côté des religions classiques, c'est-à-dire la religion romaine, la religion gauloise, la religion grecque, des religions plutôt rituelles, c'est-à-dire où les rites sont faits pour passer une sorte de pacte avec les divinités. Bon, je résume au possible, les gars, c'est beaucoup plus complexe que ça, les religions anciennes, et on a plutôt tendance à trop les simplifier d'ailleurs. Mais bref, à côté de ces religions-là, beaucoup de personnes se tournent vers des religions dites du salut. Des gens qui s'inquiètent de savoir ce que leur âme va devenir après leur mort. Et ces cultes du salut, ça va être par exemple le culte de Mitra ou le christianisme. Mais revenons aux barbares. Au IVe siècle, leur présence s'accentue au sein de l'Empire romain. Les empereurs font de plus en plus appel à eux pour affronter des rivaux. Par exemple, Constance II, qui fait appel aux Alamans pour attaquer Julien, surnommé l'apostat, en 361. Ou encore Procope, qui lui va utiliser les Goths du Danube pour affronter son ennemi Valentinien. Et en 384, on a ce témoignage de l'usurpateur Maxime, qui reçoit alors saint Ambroise, et qui lui parle d'un rival, qui, je cite Maxime, a lancé les barbares contre moi. Comme si je ne pouvais pas en amener, moi. Moi qui ai tant de milliers de barbares qui combattent pour moi. C'est donc pendant ce siècle que les barbares vont prendre de plus en plus de place au sein de l'armée romaine, à tel point qu'on parle même de barbarisation de cette armée. Il faut comprendre que les troupes barbares étaient considérées un petit peu comme des troupes d'élite, dont la loyauté n'était plus approuvée, à l'inverse de certains officiers romains qui avaient toujours en tête l'espoir de devenir un jour empereur. Donc niveau loyauté, c'est quand même pas top ça, on est d'accord. Et même si des généraux comme Aetius qui défie Attila, ce qui n'est pas rien, des généraux comme lui donc existaient et montrent, alors que les Romains savaient toujours se battre, étaient toujours bons dans l'art de la guerre, et bien malgré cela, les rois ou généraux barbares continuaient à prendre de plus en plus de place au sein de la hiérarchie romaine, jusqu'à s'approcher de plus en plus près de l'empereur, comme ce fut le cas pour Stylicon, un général vandale qui épousa la nièce de l'empereur Théodose Ier, et qui par la suite devint le beau-père par mariage de l'empereur Flavius Honorius. Étaient considérés comme barbares tous ceux qui n'appartenaient ni au monde romain ni au monde grec. Au départ, c'était un simple qualificatif qui différenciait les Grecs puis les Romains du reste du monde. Mais avec les menaces qui pesaient sur l'Empire, le mot barbare va acquérir une connotation plus péjorative. Puis avec les pressions exercées par les Germains et les Huns, on va faire l'opposition entre Grecs et Romains civilisés face à ces barbares venus du Nord qui, a priori, n'étaient pas civilisés. Bon, le concept de civilisation, c'est quand même assez relatif. De plus, la culture romaine exerce un fort attrait sur les Germains, qui respectent Rome. Les Wisigoths, les Burgondes, les Francs sont des peuples dits fédérés, c'est-à-dire qu'ils ont passé un traité avec Rome, un foedus, comme on disait alors. Alors même qu'on disait un feudus, bref. Un traité qui les obligeait à obéir à Rome, et qui leur permettait en même temps de s'installer sur des terres romaines. Quand Alaric et ses Wisigoths attaquent Rome en 410, ça fait plus de 40 ans que les Wisigoths sont installés dans l'Empire. Du coup, il faut plus voir Alaric comme un général qui se rebelle que comme un envahisseur. Depuis la fin du IIIe siècle, l'Empire a pris l'habitude, en plus des confrontations militaires, de négocier avec les barbares, de passer des traités. Et avec ces traités interviennent des remises d'otages, c'est-à-dire des fils de dirigeants barbares qui vont être en otage auprès de l'empereur et qui vont recevoir une éducation romaine. Ce qui participe donc de la romanisation des barbares. Et cette romanisation relative est toutefois bien réelle. Stylicon, je vous l'ai dit, était vandale. Pourtant, il va devenir l'un des plus grands protecteurs de l'Empire romain. Et ce, même face aux barbares dont il est lui-même issu. Et il fit même voter une loi interdisant tous les vêtements non romains dans la ville de Rome. Au 5e siècle, un Burgonde nommé Ariulf faisait partie des Protectores Domestici, un corps d'élite créé par Constantin, et il en était très fier. Au même siècle, une inscription d'un guerrier indique « Je suis citoyen franc, mais sous les armes, je suis romain ». On a encore d'autres exemples. Les Wisigoths en Aquitaine qui continuent à faire fonctionner le système des villas romaines. Ou alors, en Afrique, les Vandales, les fameux Vandales qui cassent tout. Ça, c'est un mythe, Parce que là, dans ce cas-là, ils vont rénover des thermes, des amphithéâtres, bref, l'architecture romaine.
Et surtout, l'usage de l'écrit va séduire les chefs barbares qui feront du latin leur langue officielle dans leur propre royaume. À part en actuelle Grande-Bretagne. Eux, ils étaient déjà en mode Brexit. Et inversement, si le raffinement romain séduit les élites barbares, les populations romaines, elles, vont être de plus en plus séduites par les comportements venus d'outre-Rhin. Comme le dit si bien Théodoric le Grand, roi des Ostrogoths, vers 500, le Goth riche imite le Romain pauvre imite le Goth. Et puis à partir du 5e siècle, on a les puissants barbares qui donnent comme prénom à leurs enfants des prénoms romains, alors que les pauvres provinciaux romains donnent à leurs enfants des prénoms germaniques. Donc fatalement, en voyant de plus en plus de barbares prendre de l'importance au sein de la hiérarchie romaine, eh bien, de nombreuses personnes dans l'élite romaine vont avoir une certaine sorte de xénophobie contre eux. On a un texte de Sidoine Apollinaire qui est fort intéressant. « Pourquoi me demandes-tu de composer un poème en l'honneur de Vénus, quand je vis au milieu de hordes chevelues, que j'ai à supporter leur langue germanique et à louer un continent malgré mon humeur noire, les chansons du Burgonde gavé qui s'enduit les cheveux de me rance? Hein? Ah non, il est pas joyeux, Sidoine. Ah non, il est pas content. » Cet état d'esprit, on va dire, face aux barbares, va conduire certaines intrigues de palais qui feront tomber des têtes, notamment celle de Stylicon. Stylicon qui est pourtant un combattant émérite, pourtant loyal à Rome, et qui se fera exécuter sur les ordres de Flavius Honorius, son empereur, et en même temps son gendre, parce que Flavius Honorius s'est fait convaincre par des intrigants que Stylicon voulait le trahir. Ce qui a priori n'était pas le cas. Ces intrigues de palais vont beaucoup nuire à l'Empire, car elles ne sont pas forcément tournées que contre les barbares, même des Romains vont s'en prendre dans la tronche. Notamment notre ami Aetius, qui a défait Attila. Aetius que l'on considère comme étant le dernier des Romains, et qui va tomber un peu de façon similaire que Stylicon en 454. Ouais. Toutefois, malgré ces exemples, il existe des mariages entre barbares et romains. Par exemple, la fille du général franc Bauto va épouser l'empereur Arcadius, et lui donnera un fils, qui sera plus tard Théodose II, que tout le monde considère comme romain. Alors comment oui, techniquement, il est à moitié romain, à moitié franc, quoi. C'était un bâtard! Ouais. La chute de Rome s'est effectuée sur le long terme, sur 2 siècles. Et encore, pendant ces 2 siècles, on a eu des redressements, comme sous Dioclétien ou sous Constantin. Il faut savoir qu'au cours du IVe siècle, la société romaine semble se diviser de plus en plus en deux, avec d'un côté une élite de plus en plus riche, et des pauvres de plus en plus pauvres, ce qui occasionne évidemment des révoltes, les fameuses bagaudes. Des bagaudes qui seront réprimées, parfois d'ailleurs, par des barbares, comme ce fut le cas pour les bagaudes de 441 et 454 en Espagne, réprimées par les Wisigoths. Ce qui n'empêche pas que parmi ces pauvres, certains abandonnent Rome, se tournent vers les barbares, intègrent les barbares. Au IVe et surtout au Ve siècle, il est possible que de nombreuses personnes dites barbares étaient en fait des Romains déclassés, qui se sont détournés de Rome. Et si des Romains abandonnent Rome, c'est peut-être parce que la société romaine ne tient plus ses promesses. Quand Romulus Augustule est déposé en 476 par Odoacre, la majorité des personnes qui vivent dans l'Empire ne considèrent pas sa chute comme étant celle de l'Empire. Odoacre, d'ailleurs, va renvoyer les insignes impériaux de Romulus Augustule à Zénon, à Constantinople, signifiant ainsi que Zénon était le seul empereur de l'Empire romain et que l'Empire n'était plus divisé. Et cette façon de penser que l'Empire romain existe toujours, on le retrouve même chez des souverains barbares. Par exemple, Théodoric le Grand, roi des Ostrogoths, écrit à l'empereur d'Orient Anastase « Notre royauté est une imitation de la vôtre, une copie du seul empire. » En 516, le roi burgonde Sigismond écrit à son tour au même empereur « Mon peuple vous appartient. Je vous obéis en même temps que je lui commande. Je parais roi au milieu des miens. Mais je ne suis que votre soldat. » Clovis va, lui, de son côté, être nommé consul par Anastase, par ce même Anastase. Et, d'après ce que j'ai lu récemment, il semblerait que Clovis se considérait un petit peu comme le représentant de l'empereur sur son propre territoire. Alors tout ça, ce sont de belles démonstrations d'hommage que les rois barbares vont faire auprès de l'empereur byzantin. Mais dans la réalité, Byzance n'a que très peu de pouvoir, même pas du tout de pouvoir, sur ces royaumes barbares. Et en tant qu'homme du XXIe siècle, on ne peut pas considérer ces royaumes barbares comme étant dépendants de l'Empire romain d'Orient. Non. Ils sont pleinement indépendants dans les faits. Non. La chute de Rome ne s'est pas faite en un jour. Si on garde la date de 476, c'est bien parce qu'il faut trouver une date. En réalité, l'Empire romain d'Occident s'est petit à petit effacé au profit des royaumes germaniques. Et encore là, je dis royaumes germaniques, mais les pseudo-envahisseurs germains, ils sont assez peu nombreux finalement.
il ne représente qu'une petite partie de l'élite locale. Car oui, à côté des rois barbares, on trouve quand même pas mal d'élites romaines. Et puis l'Empire romain existe toujours, même s'il n'est plus centré sur Rome mais sur Constantinople. Bah oui, l'Empire romain d'Orient, qu'on appelle plus tard l'Empire byzantin, c'est l'Empire romain. C'est l'héritier direct. Et l'Empire byzantin, lui, va tomber en 1453, soit presque 1000 ans après la déposition de Romulus Augustule. Et encore, on considérera qu'il n'y aura qu'un seul empereur pour tous les anciens territoires de l'Empire romain jusqu'en 800, jusqu'à ce que Charlemagne devienne empereur d'Occident. C'est surtout sur un point de vue culturel que cette chute de l'Empire romain d'Occident est marquante. De tout temps, on a essayé de trouver une explication un peu moralisatrice à cette chute de Rome, et toujours en faisant référence à un glorieux passé, que ce soit des Romains ou que ce soit notre glorieux passé, qui était plein de vertus et qui se met en opposition face à l'esprit décadent, démoralisant des temps actuels. Et donc, la chute de Rome ne pouvait être que due à un déclin de la morale. Et là, je me permets d'intervenir, Larry, si tu le veux bien, pour ajouter quelque chose. Le déclinisme a de tout temps accompagné l'histoire humaine, et pas seulement en France, loin de là. Prenons l'exemple de la Théogonie d'Hésiode. Hésiode était un poète aussi important qu'Homère. Dans sa Théogonie, il explique la formation du monde, du cosmos. Et il explique également qu'il existait plusieurs âges de l'humanité. On a d'abord l'âge d'or, où tout était nickel, pas besoin de travailler, la bouffe sortait par elle-même de la terre, enfin bref, c'était génial, c'était super. Ensuite arrive l'âge d'argent, où les hommes commencent à un petit peu trop se la péter, à faire preuve d'hubris. Alors l'hubris, c'est une notion très importante quand on est grec, hein, c'est un truc qu'il ne faut pas faire, c'est pratiquer une sorte de démesure. En gros, péter plus haut que son cul. Bon, c'est plus compliqué que ça, hein, mais voilà, vous avez compris un peu le principe. Ensuite, on a l'âge du bronze, où là, c'est un âge où on fait la guerre, voilà, on se fout sur la gueule tout le temps. Arrive ensuite l'âge des héros, et là, c'est l'âge où on place généralement tous les grands mythes, tous les grands héros grecs, hein, comme Héraclès, c'était fait exprès, et Persée. Et enfin arrive l'âge du fer. L'âge du fer, c'est le nôtre, c'est maintenant. Et c'est le pire de tous. Donc vous voyez, on a une dégradation comme ça de l'histoire, d'après un mythe, hein, donc de l'âge d'or qui est le meilleur à l'âge de fer qui est le pire de tous, ce qui montre que le déclinisme, eh ben, c'est vachement ancien finalement, hein, parce que la Théogonie d'Hésiode, ça date du 8e siècle. Et vous savez ce qui se passe au 8e siècle, d'après la légende? Eh ben, c'est à ce moment-là qu'on est censé fonder la ville de Rome. Ouais. D'après la légende. Dans notre cas français, les fameux moralisateurs, ces pseudo-philosophes qui nous prophétisent une décadence, font toujours une comparaison très réduite dans le temps et dans l'espace. Très réduite dans le temps, car ils comparent la France actuelle uniquement à la France de la fin du 19e siècle, à la France de la Troisième République qui serait soi-disant en âge d'or. Également, ils font toujours référence à la France métropolitaine, comme si la vocation universelle, universaliste de la France, reconnue à partir de la Révolution française de 1789, était niée. Seul compte la France métropolitaine. Ensuite, ces penseurs, même si j'aime pas beaucoup utiliser le mot penseur pour ces gens-là, font toujours référence aux valeurs de la République. Liberté, égalité, fraternité, vous savez, ces fameuses valeurs de la République, qui d'ailleurs ne sont pas des valeurs, mais des vertus républicaines. Ensuite, donc il y a déjà un problème étymologique dans ce qu'ils racontent. Ensuite, ils font perpétuellement référence, vous voyez, à une sorte d'idéal républicain. Or, historiquement, ceux qui parlaient de la décadence de la France, car il y en a eu à toute époque, dans les années 30, dans les années 40, dans les années 20, dans les années 50, 60, étaient toujours en général issus de milieux réactionnaires, c'est-à-dire opposés à la République française, et qui justement faisaient référence à un passé glorieux qui ne pouvait avoir lieu que sous la monarchie, quand la France n'avait pas fâché la religion et le roi. Et donc en fait, aujourd'hui, ces déclinistes se sont un peu mis à la sauce d'aujourd'hui, et donc en fait, ce qu'ils racontent n'a que peu ou pas de sens au niveau historique. Certains déclinistes actuels nous disent, voilà, nous avons été pervertis par la société de consommation, on a oublié notre foi chrétienne. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait des siècles qu'on discute sur le rôle de la religion chrétienne dans la chute de Rome, justement. Et alors, certains ont jugé que la religion chrétienne avait été un facteur positif intervenant à la fin de Rome. Par exemple, saint Augustin, à l'époque, dans son livre « La cité de Dieu », va dire que la religion chrétienne a finalement permis de limiter les dégâts. Elle a permis aux barbares,
qui étaient chrétiens, de ne pas détruire complètement Rome, et donc de toute façon en face il n'y avait que des Romains ultra décadents, et donc on a sauvé ce qu'on a pu. Ainsi même les philo-barbares, il y avait certains penseurs vraiment qui soutenaient les barbares, et ben ils ont dit que de toute façon c'était bien fait pour les Romains, et que c'était la revanche de la religion chrétienne, vous savez. La vraie religion s'imposait complètement. Et alors, tout le monde n'a pas été de cet avis-là, tout le monde n'a pas pensé que la religion chrétienne avait régénéré l'Empire romain. Donc c'est plutôt dans les siècles plus récents, on va voir Nietzsche ou encore Voltaire qui vont attribuer tous les maux de Rome à la chrétienté, ils vont littéralement déféquer sur la religion chrétienne et ils vont dire que c'est parce que les Romains avaient perdu en quelque sorte leur virilité païenne qu'ils vont s'effondrer. Or, historiquement, qu'est-ce qu'on s'aperçoit à la lumière des travaux récents? C'est que le développement de la religion chrétienne, surtout à la fin de l'Empire, a permis de lutter contre le déclin démographique qui, lui, était bien une des raisons de la chute de Rome, et ensuite il a permis de diffuser un sentiment commun d'appartenance à l'Empire romain, à la Romanita, à la romanité. Également, on a dit que l'armée romaine était décadente. En réalité, ce n'était pas vrai. C'était plutôt son commandement qui était devenu extrêmement mauvais, diffus, éparse. Et ensuite, sa taille. La taille de l'armée romaine était également un problème, car en effet, on avait des petits problèmes pour mobiliser des grandes masses d'hommes, car l'Empire avait un problème de natalité. Et c'est là pour moi que se situent les deux vraies leçons de la chute de Rome. C'est dans cette histoire de la natalité, dans cette histoire du commandement. Alors tout d'abord, le commandement romain était déficient. En effet, globalement, les empereurs préféraient aller buter des usurpateurs que de combattre les barbares. Ensuite, il y avait un problème de natalité dans l'Empire romain qui traînait depuis 2 siècles. Et c'était encore pire, ce problème démographique, dans les classes prolétaires qui faisaient peu ou pas d'enfants. C'était absolument dingue. Et d'ailleurs, la religion chrétienne, comme je l'ai mentionné avant, va venir tenter de lutter contre ça et de relancer un peu la démographie. Également, on avait ce problème dans le commandement dans les classes supérieures, car la guerre n'apportait plus son lot de richesses, et donc la plupart des membres des classes aisées, qui formaient traditionnellement le haut commandement romain, avaient déserté l'armée et préféraient s'occuper de leurs terres et exploiter leurs paysans plutôt que d'aller se faire tuer à combattre les barbares. D'ailleurs, quand les barbares arrivaient, les grands propriétaires terriens préféraient s'entendre avec eux plutôt que d'aller les combattre. Et ça fait bien écho à notre réalité pour le coup. D'ailleurs, si je devais me permettre un pont dans le temps, ce problème du commandement, ce problème de la mentalité en fait, au-delà du commandement, et ce problème de la natalité, on les retrouve dans la France des années 30, juste avant la Seconde Guerre mondiale. Et on peut s'apercevoir que ces deux causes, mauvais commandement, natalité en berne, sont vraiment des signes prémonitoires, pour le coup, qui doivent nous inquiéter bien davantage que les pseudo-hordes de barbares. Pour conclure cet épisode, je vous dirais que si Rome a disparu, peut-être que nous aussi nous disparaîtrons un jour, mais ce qui était plus important que Rome finalement, c'était l'héritage culturel qu'il a laissé. Et notre civilisation actuelle est issue du métissage entre les Romains et les barbares, lointainement mais tout de même, et les barbares ont gardé cette coutume romaine notamment, qui était la séparation de la loi de l'Église et la séparation de la loi des hommes. Et donc cette séparation qui va créer 2 droits, le droit religieux et le droit civil, va être une des bases sur lesquelles le développement de l'Occident chrétien va se faire et va s'opposer justement aux zones islamisées qui, elles, vont faire de la loi de Dieu la loi des hommes. Et donc il n'y aura pas cette séparation qui plus tard prendra le nom de séparation de l'Église et de l'État. Cette séparation n'existait pas dans les zones islamisées. Il n'existe pas de civilisation qui disparaisse, qui ne se soit au préalable suicidée elle-même. Et c'est ça la vraie leçon de la chute de Rome, c'est qu'après tout, même si vous disparaissez, il y a toujours une suite. Il y a toujours quelque chose qui se passe après, et c'est ça, peut-être, le plus intéressant. Également, un petit mot pour ceux qui nous délivrent tous les jours, H24, un galimatia d'ineptie sur la décadence occidentale, la chute et le déclin de la France. Pour moi, ceux qui sont vraiment symptômes de cette décadence, ce sont ces auteurs. C'est eux qui, en réalité, par la médiocrité de leurs écrits, l'absence d'innovation, l'absence
surtout d'ambition de ce qu'ils proposent. Ce sont eux qui sont les vrais symptômes d'un problème et non pas ce qu'ils décrivent. Je les amènerai plutôt eux-mêmes à se questionner sur leur propre médiocrité en fait. Je pense que c'est le mot. Et je pense que le jour où on pourra comparer Michel Onfray et compagnie, hein, les fameux penseurs, aux grands philosophes de notre histoire, eh ben, je pense qu'il y aura un grand chemin à parcourir. Et en tout cas, vous n'êtes pas médiocre car vous allez un peu plus loin que ce qu'on vous raconte dans les médias, un peu plus loin que ceux qui vivent et basent leur vie sur la peur. Et donc, rien que pour ça, eh ben, j'ai envie de vous dire, abonnez-vous. Allez, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, lâchez un like, rejoignez-moi sur Facebook, la page Héraclès. Également, rejoignez-moi sur Instagram, les liens sont dans la description. Je vous invite à découvrir la chaîne de Rob également qui a collaboré et même bien collaboré à cet épisode, donc avec une grande H. Je t'ai dit que c'est l'histoire avec une grande H. Également, écoutez, moi je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos de la chaîne et surtout, portez-vous bien. Allez, ciao!